Deux témoins attendus. Dans un deuxième temps, nous recevrons la présidente du directoire d'Enedis et tout de suite, c'est Luc Rémond qui va nous rejoindre, président du groupe EDF. Bienvenue, monsieur Rémond. On vous attend. Ça se passe par là. Bienvenue à vous. Il est là. Il arrive. Bienvenue, président. Comment ça va? Quelle coïncidence calendaire, rappelez-vous, mesdames, messieurs, au dernier jour du congrès de Rennes, enfin votre congrès de la FNCCR, 29 septembre 2022, c'était la nomination de Luc Rémond. Donc il nous parlera certainement du chemin parcouru depuis 2 ans que vous introduisez, président Pintat. Monsieur le Président, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à Besançon dans le cadre de notre 39e congrès de la FNCCR. C'est en effet devenu au fil des congrès une tradition que le président d'EDF participe à notre congrès. Son intervention est toujours très attendue de tous les participants. En effet, un long chemin depuis 1946, EDF et la FNCCR voyagent de pair, mesurant ainsi l'importance du service public de l'électricité en France que partagent EDF et les autorités organisatrices locales représentées par notre fédération. Certes, en près de 8 décennies, ce chemin commun a connu de nombreux détours. EDF a changé, les syndicats d'électrification aussi. Ils sont devenus des syndicats d'énergie ou même des territoires d'énergie très actifs dans la transition énergétique. Les 30 dernières années ont d'ailleurs largement modifié le paysage électrique. EDF est devenu un acteur, fournisseur parmi d'autres, tout en restant EDF, c'est-à-dire un acteur de premier rang qui n'est pas tout à fait comme les autres. Je voudrais m'expliquer. Dans un marché concurrentiel, EDF est devenu un fournisseur parmi d'autres. Nos syndicats d'énergie, vous le savez, Monsieur le Président, organisent depuis une dizaine d'années maintenant des achats groupés de fournitures d'électricité et de gaz, pour le compte de milliers d'acteurs publics d'ailleurs. À l'issue d'appels d'offres, on retient parfois EDF, parfois d'autres fournisseurs. Il nous arrive de retenir EDF aussi pour nos achats de gaz. Nous avons parfois des difficultés avec EDF, on l'a entendu précédemment, pour l'envoi des factures. Mais enfin, c'est pas beaucoup mieux avec les autres fournisseurs, et même parfois, ça va pas plus mieux. Le marché et la concurrence ont modifié nos rôles respectifs. C'est donc une situation totalement nouvelle, mais une situation à laquelle nous nous sommes habitués, vous et nous. Mais EDF n'est pas que cela. EDF n'est pas tout à fait comme les autres. EDF est d'abord le premier producteur d'électricité français et il restera encore longtemps le premier fournisseur. Avec votre filiale dédiée aux énergies renouvelables, vous avez pris le pas sur la transition énergétique. Il vous arrive désormais de nous solliciter, les collectivités, pour l'implantation de centrales éoliennes ou photovoltaïques. Là encore, il s'agit de métiers nouveaux. En revanche, permettez-moi, Monsieur le Président, de parler davantage de votre cœur de métier, de votre compétence historique dans le nucléaire. Ce sujet que vous allez probablement développer nous tient à cœur. Il nous tient à cœur parce qu'il s'agit d'abord d'un élément majeur de l'indépendance énergétique française depuis le lancement, il y a bien longtemps, du plan Mesmer, qui nous vaut de disposer aujourd'hui du plus important parc nucléaire d'Europe. Il nous tient également à cœur car le tarif réglementé, qui est au cœur des contrats de concession de fourniture que nous signons avec vous, repose en large partie sur la production nucléaire. Par ailleurs, Monsieur le Président, il serait utile que vous puissiez nous exposer le dispositif prévu pour succéder à celui de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, le fameux ARENH en 2026, pour les acheteurs professionnels d'électricité que nous sommes. L'incertitude dans laquelle on est aujourd'hui n'est pas très confortable. EDF est aussi un acteur différent des autres puisqu'il est désormais une entreprise nationale. L'État a racheté la totalité des actions qui avaient été mises en bourse et je crois que là, c'est un gage essentiel du bon accomplissement des missions de service public, que ce soit celle d'EDF Commerce pour la fourniture ou d'Enedis, notre filiale, pour la distribution.
L'énergie électrique est devenue un produit de première nécessité. Les aléas climatiques récents l'ont à nouveau démontré. Sans électricité, on n'a plus de gaz, on n'a plus d'eau, on n'a plus d'assainissement, on n'a plus de communication électronique. Donc la résidence des réseaux devient prégnante. Le système énergétique dans son ensemble revêt des enjeux stratégiques, non seulement dans la lutte contre le changement climatique, mais également dans l'économie, et voire même dans le militaire. Nous devons faire face à des risques de rupture d'approvisionnement et des tensions inflationnistes qui fragilisent de nombreuses filières et touchent tous nos services publics locaux. Nous devons également veiller aux usagers consommateurs confrontés aux prix qui s'envolent et la précarité qui peut s'en installer. C'est pour cela que la résilience, la sécurité d'approvisionnement, l'indépendance nationale, la maîtrise des coûts et bien entendu le respect des territoires et de la décentralisation sont pour nous fondamentaux. Beaucoup de questions se posent à l'heure actuelle dans un contexte bouleversé. Quel est le mix énergétique pertinent ? Comment convient-il de réformer le marché européen de l'électricité ? Comment continuer à le mettre véritablement au service de l'intérêt général ? Quelle place pour la distribution publique d'électricité ? Mais nous avons un atout de taille pour y prendre tard, qui est la relance du nucléaire dans laquelle votre entreprise est pleinement engagée. À cet égard, nous suivons avec intérêt l'avancement de la centrale de Flamanville, un EPR désormais proche ou pratiquement rentré en service. Je ne doute pas que vous en parlerez dans un instant. Ce premier EPR marque une nouvelle étape dans le nucléaire français, avec le renouvellement attendu de nos réacteurs et le développement peut-être de plus petits dans l'avenir. Alors je voudrais dire, Monsieur le Président, lorsque je vous ai rencontré, lors de dernier échange, vous avez fait une confidence, un parallèle que j'ai en mémoire entre PR et une cuisine Ikea. Ça m'a marqué. Effectivement, lorsqu'on monte une cuisine Ikea pour la première fois, j'en ai fait qu'une, c'est compliqué, rien ne va, on se fait mal aux doigts, mais vous m'avez dit qu'ensuite, si on en fait une dizaine, on peut les faire les yeux fermés et que ça va tout seul, et que l'année de même pour les EPR. Donc c'est donc un défi industriel de taille qui vous attend. Croyez bien, Monsieur le Président, que vous nous trouverez à vos côtés pour le réussir. Merci de votre attention. Bienvenue, Luc Rémont, je vous invite à rejoindre le pupitre. Alors bien évidemment, ce sujet des factures, vous l'aborderez, l'avancée et l'avenir de l'ARENH en 2026, les enjeux de production électrique et de décarbonation des usages, et puis finalement votre feuille de route éclairée des questions que vous a posées le président Pintat. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Xavier Pintat, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente de la région, Madame la Présidente du Conseil départemental, Madame la Présidente de la métropole, Monsieur le Président du CIDED, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, comme on dit, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la première fois pour moi, et j'en suis d'autant plus sensible à votre invitation, depuis que j'ai été appelé à la tête d'EDF il y a 18 mois, que j'ai l'occasion de m'adresser à votre fédération, qui est vraiment au cœur de ce qu'est EDF. Vous êtes le territoire et EDF vit et se développe par le territoire. Et j'oserais même dire que nous venons du même endroit. EDF, certes, en 1946, est né du Conseil national de la résistance, mais je n'ai pas oublié toutes les sociétés d'électrification d'avant, qui en fait coulent toujours dans les veines d'EDF. Je peux vous dire, quand on est au sein d'EDF, on le voit très bien, c'est une entreprise qui est territoriale par essence et qui a bien compris que l'électricité, ça se développe dans le territoire. Donc c'est le premier message que je voulais passer aujourd'hui, c'est que nous savons d'où nous venons et nous savons ce qu'est l'électricité. L'électricité, c'est par définition une marchandise, une matière qui doit se développer pour et dans le territoire. Et c'est comme ça que l'ensemble du groupe EDF continue de se développer en n'ayant pas oublié d'où vient l'électricité et où elle va d'ailleurs, puisqu'elle est de plus en plus décentralisée par nature. Mon propos aujourd'hui est vraiment de partager avec vous ce qu'est notre électricité aujourd'hui, parce que nous la partageons, évidemment. Nous en produisons. Nous, grâce à notre filiale Enedis, qui est votre concessionnaire, nous faisons le meilleur service possible pour la distribuer à l'ensemble
de vos concitoyens et de nos concitoyens. Mais de plus en plus, évidemment, nous essayons d'accompagner, grâce à l'électricité, l'ensemble des consommateurs vers davantage de décarbonation. Et donc notre première raison d'être chez EDF, c'est bien de faire gagner la transition énergétique par l'électrification. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que je pense que nous avons devant nous, de façon assez immédiate, des enjeux assez fondamentaux de succès de l'électrification, avant même de savoir comment nous faisons fonctionner entre nous l'électricité. Vous m'avez invité, Monsieur le Président, à revenir sur un certain nombre d'éléments fondamentaux de ces derniers mois qui déterminent notre futur proche et notamment comment nous sortons de la crise. Donc je commencerai par vous parler de notre électricité telle que nous la voyons au sein du groupe EDF aujourd'hui dans une sortie de crise. Les 18 derniers mois ont été, ceux que j'ai vécu à la tête du groupe EDF, ont été fortement marqués par une double crise, une crise du secteur à l'échelle européenne, déclenchée par l'invasion de l'Ukraine, et puis une crise spécifique à notre entreprise qui a été confrontée début 2022 à la plus grave crise industrielle qu'elle ait connue depuis sa création et qui, fort heureusement, a réussi à la dépasser en l'espace de 18 mois. Nous sommes aujourd'hui dans des conditions qui permettent de dire que nous sortons de ces deux crises pour deux raisons. La première, c'est que l'Europe a trouvé des voies alternatives pour son approvisionnement en gaz électrogène, pas tellement utile pour la France, mais nécessaire pour nos voisins. Et donc, si toute l'Europe manque de gaz, à la fin, l'Europe manque d'électricité électrogène. Et si l'Europe manque d'électricité électrogène, évidemment, ça se traduit par une inflation des prix qui sont associés à l'électricité électrogène. C'est ce que nous avons vécu très largement en 2022 et 2023. Ce phénomène-là a très nettement baissé et grâce à l'atterrissage des prix du gaz lié au fait que d'autres sources de gaz ont été trouvées pour remplacer le gaz russe. Le deuxième élément, c'est qu'évidemment, nous sommes, nous, EDF, à nouveau au rendez-vous de la production, avec un calendrier de rétablissement de nos réacteurs qui a été tenu et même tenu en avance par rapport à ce que nous avions annoncé, et qui fait qu'aujourd'hui, à peu près chaque jour, notre pays exporte 14 gigawatts. C'est-à-dire qu'il y a l'équivalent de 14 gigawatts toute la journée. Donc c'est-à-dire que nous avons l'équivalent de 14 tranches nucléaires, entre 10 et 17, selon les jours, qui travaillent pour nos voisins. Vous me direz, c'est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle, ça permet aussi la détente des prix. Donc, même si tous les prix de l'année 2024 ne le marquent pas encore, parce qu'évidemment, ça se traduit sur les prix de 2025 et au-delà, la détente des prix est tout à fait réelle. Il reste à faire en sorte que nos concitoyens le perçoivent. Ils vont le percevoir parce que la détente des prix, y compris des tarifs régulés qui ont été largement protégés de l'explosion des prix en 2022 et en 2023 par le bouclier, la détente des prix, même pour ceux qui ont été protégés du bouclier, va arriver en 2025. Cette détente des prix n'est pas insignifiante, elle est très significative, elle se voit déjà pour les entreprises. On parle d'une division par deux pour les entreprises, entre ce que les entreprises ont pu payer en 2023 et ce qui, maintenant, forment des prix pour 2026 et au-delà. Donc, la disponibilité de l'électricité se traduit réellement, maintenant, par une détente des prix. Nous devons continuer de l'expliquer, c'est une nécessité, et nous devons, je crois, tous ensemble, redonner confiance dans l'électricité. Le problème que nous avons eu, c'est qu'en traversant cette crise, face à nos concitoyens qui ont vécu pendant 40 ans avec le sentiment qu'en fait notre système électrique était totalement indemne de toute forme de crise, et ce n'est pas une question de marché européen ou pas marché européen, nous avons une forme de dépendance au gaz pour notre électricité, même en France. Si le gaz avait explosé dans un marché purement français, nous aurions eu le même phénomène. Donc nous sommes dans une phase dans laquelle nous devons reconquérir le consommateur pour qu'il ait à nouveau confiance dans la décision d'électrification, et ceci rapidement, parce que ça n'est pas simplement en continuant d'augmenter l'offre électrique que nous gagnerons cette confiance. Donc nous devons d'abord nous occuper de regagner la confiance des consommateurs, et j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a une question de prix, les questions de prix vont atterrir. J'ai bien entendu qu'il y avait des sujets pour les collectivités
Je vous assure que nous mobilisons toutes nos forces pour être capables de répondre aux situations de chacun des groupements d'achat. Je dois dire que ce n'est pas EDF qui choisit les modalités de formulation de ces prix en 2023, 2024 et 2025. C'est le dispositif ARENH qui le fait. Donc, vous imaginez qu'EDF n'a pas spécialement envie de voir la moitié de ces volumes électriques vendus par une décision administrative de 2012 en dessous de ses coûts et le reste au spot électrique de l'année ou de l'année prochaine. C'est un truc qui nous a conduit à une usine à gaz de formulation de prix. Cette usine à gaz a ensuite été raffinée par 2 ou 3 éléments supplémentaires qui étaient compréhensibles au moment où la crise est venue. Donc ce qui s'est passé sur 2022-2023, en tout cas sur les 6 premières semaines de mon mandat, je peux vous dire qu'il ne s'est pas passé 2 jours d'affilée sans que nous ayons des changements radicaux de la façon réglementaire de former les prix ou les amortisseurs fiscaux ou les différentes dispositions qui s'appliquaient à chaque type de clientèle. Ça a conduit à une complexité énorme à gérer pour toutes les clientèles qui se traduit par l'engorgement que nous continuons de traiter aujourd'hui. Donc j'ai bien entendu votre interpellation tout à l'heure, Monsieur le Président, sur les facturations. Nous avons des équipes qui sont extrêmement mobilisées pour résorber cet engorgement. Mais, encore une fois, ne tirez pas sur ne tirez pas sur celui qui vous livre les watts, parce que, voilà, on n'a pas voulu tout ça. On est solidaires, évidemment, de toutes les décisions, parce qu'on était, je pense, tous mobilisés, gouvernement, collectivité, EDF, pour faire en sorte que le système tienne pendant la crise. On est en train de finir de résorber ça, et je pense qu'entre les collectivités et EDF, on trouvera toujours un chemin pour le résorber le plus vite possible. En tout cas, l'attention est mise dessus. Voilà pour vous dire ce dont on sort. Maintenant, vers quoi va-t-on pour éviter que ça recommence? Parce que les conditions de la confiance, elles seront réunies si nous arrivons à trouver des modalités pour notre système électrique pour éviter que ça recommence. Alors, qu'est-ce qui fait que, bien que nous soyons vraiment bien dotés en capacité électrique, les prix aient fluctué à ce point? Je vous ai donné les 2 causes racines sur 2022-2023. Donc, pour éviter que ces causes racines se répètent, nous travaillons évidemment sur notre disponibilité de production. Et cette disponibilité de production, elle augmente très significativement et elle va continuer d'augmenter sur les années qui viennent pour que nous soyons au rendez-vous de la demande. Par ailleurs, évidemment, le renouvelable continue d'augmenter de la capacité. Sur la première cause racine qui est la disponibilité, je pense que nous sommes maintenant hors d'eau par rapport à ce que nous avons vécu en 2022-2023. Il nous faut ensuite travailler sur ce qui était intrinsèquement générateur de fluctuations de prix. Et ce qui est intrinsèquement générateur de fluctuations de prix, pardon de le dire, mais c'est l'ARENH. Puisque quand vous fixez un prix administré pour la moitié de la valeur et que le reste ne peut être formulé que sur une valeur court terme, par définition, vous surexposez tous les prix au court terme. Et le court terme, par définition, ça fluctue plus que le long terme. Donc, notre proposition qui a été retenue par le gouvernement l'année dernière était de dire « laissez-nous travailler comme un honnête commerçant ». Voilà, un honnête commerçant, industriel, ça fait sa production, ça a ses facteurs économiques de production et ça propose son bien de production sur l'horizon le plus long possible à ses clients dont c'est l'intérêt aussi. Et donc, depuis l'été dernier, nous proposons à tous nos clients professionnels, collectivités incluses, de former des prix qui vont bien au-delà d'un horizon classique de l'ARENH, qui est l'année prochaine et l'année suivante au maximum. Nous avons conclu d'ores et déjà plus de 2000 contrats à des horizons qui sont 2026, 2027 et 2028. Ces contrats se forment dans des gammes de prix qui sont entre 70 et 80 euros du mégawattheure. Pour tous ceux qui ont leur prix en tête, là, je pense que ça vous évoque une division, ou en tout cas une réduction d'un pourcentage très élevé à 2 chiffres par rapport à ce que vous payez aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous formons des prix dans ces gammes-là? Parce que tout simplement, à ces horizons de temps, on n'est pas à des horizons spéculatifs, et donc nous formons des prix qui sont des prix de marché, dans lesquels, finalement, l'ensemble des acteurs forment un prix qui représente la réalité de l'économie. Et donc, à ces prix-là, on représente la réalité de l'économie. Ce n'est pas des prix sur lesquels EDF
s'enrichit significativement, on arrive à couvrir nos besoins d'investissement dans ces gammes de prix-là. Et ce sont des prix d'équilibre qui donnent une visibilité de moyen terme. Et donc de convertir une grande partie de notre commerce d'électricité avec l'ensemble des professionnels notamment, et puis de compléter pour ceux pour qui c'est trop compliqué d'aller sur ces horizons-là, avec des tarifs réglementés de vente qui permettent d'élargir le spectre des tarifs réglementés de vente, comme ça sera désormais le cas à partir du 1er janvier 2025, pour ceux qui sont au-dessus de 36 kVA et qui restent dans les canons qui sont compatibles avec nos accords communautaires. C'est ça qui nous permet de tirer l'ensemble de notre clientèle vers un environnement stable, de redonner confiance dans l'électricité et, vu du producteur que nous sommes, d'avoir une stabilité suffisante sur nos conditions d'exercice pour continuer d'investir. Voilà l'élément fondamental sur lequel nous sommes parvenus avec le gouvernement au mois de novembre dernier et que nous mettons en œuvre sans attendre d'ailleurs d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires parce qu'il n'y en a pas besoin. C'est quelque chose qui peut se faire directement par le commerce. Nous nous sommes également mis d'accord sur des garde-fous. Si jamais, ce qu'on ne voit pas arriver sur cette décennie, mais si jamais nous étions à nouveau confrontés à une période dans laquelle, pour des raisons exogènes, nous avons une crise sur l'offre de gaz, par exemple, eh bien, nous nous sommes mis d'accord pour que EDF, qui est évidemment maintenant détenu à 100% par l'État, puisse contribuer au-delà d'un certain niveau de revenus qui dépasserait ce dont le groupe a besoin pour maintenir la pérennité de ses investissements, à restituer les volumes supplémentaires, d'abord proportionnellement à 50%, puis à 90% pour des prix plus élevés, pour permettre d'amortir les prix sur l'ensemble des clientèles. Voilà l'accord que nous avons conclu il y a maintenant 9 mois et que nous déployons opérationnellement dès maintenant. Et je sais que toutes vos collectivités, évidemment, sont non seulement directement concernées en tant que consommateurs, mais également vous êtes au contact de tout l'écosystème des PME, ETI. Et donc ces modalités de formation de prix et de commerce de moyen terme, elles sont aujourd'hui disponibles. L'ensemble des équipes d'EDF le déploie. Et naturellement, comme nous sommes le plus gros producteur du pays, nous fournirons de l'électricité à cet horizon à nos concurrents dans des conditions similaires pour qu'ils puissent eux aussi former des prix sur les mêmes horizons de temps. C'est un engagement que nous avons pris et que nous tiendrons. Voilà pour répondre à votre question, Monsieur le Président, sur ce que nous voyons pour le post-ARENH, qui me paraît une condition fondamentale pour que notre pari de transition énergétique grâce à l'électricité réussisse. Parce qu'on doit faire de la planification. Madame la Présidente, vous avez raison de dire qu'il nous faut faire de la planification, mais malheureusement, la décision du consommateur, elle lui appartient. Et donc, si nous ne créons pas les conditions de la confiance du côté du consommateur, industriel, particulier, collectivité, nous aurons en réalité raté la transition énergétique. Donc, c'est sur ce deuxième point que je voudrais évoquer maintenant les actions qui me paraissent les plus urgentes du point de vue du système électrique. Alors, le système électrique, EDF n'en est pas responsable. Nous en avons tous un bout de responsabilité, mais c'est notre bien commun à la fin. Et je considère que la mission du groupe EDF, c'est de servir ce bien commun au travers de ses différents métiers. Notre cœur de métier, c'est l'électricité. C'est ça notre cœur de métier pour le groupe EDF. C'est ça qui définit notre cœur de métier. Et nous avons plusieurs métiers au sein du groupe qui sont destinés à travailler de façon harmonieuse pour que l'électricité réussisse et que nous servions correctement le bien que nous avons en commun, qui est la réussite du système électrique. Notre système électrique, dans les années qui viennent, va être sollicité dans beaucoup de directions. Pour l'instant, il fait face, disons-le, à une insuffisance de demande. Elle est compréhensible, cette insuffisance de demande, parce que les prix en montée, il y a évidemment un effet prix, mais je pense que peu de gens réalisent aujourd'hui que la demande électrique est à son niveau de 2005. Donc, entre spécialistes de monde d'électricité, nous avons tendance à beaucoup parler de ce qu'il faut faire en production, ce qu'il faut faire sur les réseaux, etc. Mais tout ça pour une demande qui, pour l'instant, n'a pas bougé depuis 20 ans. Et donc, réussir la transition électrique, la transition énergétique par l'électrification, ça suppose vraiment qu'à partir de maintenant, nous réalisions la transition des usages
pour faire en sorte que davantage d'usages qui, aujourd'hui, utilisent la molécule de carbone, passent à l'électricité en confiance. Et ce point-là nécessite une très grande focalisation à court terme, parce que nous venons d'une phase où, en fait, la consommation a baissé de 10%. Alors, la sobriété, c'est bien, l'efficacité, c'est très bien aussi, mais au bout d'un moment, comme notre objectif est d'aller chercher la molécule de carbone pour la remplacer par quelque chose de décarboné, il faut que nous complétions les efforts de sobriété et d'efficacité par un vrai effort sur la décarbonation. Et c'est ce à quoi je nous invite collectivement. En tout cas, ça sera la priorité stratégique opérationnelle du groupe EDF dans les années qui viennent, considérant que, à défaut de prendre à bras le corps ce sujet-là, nous finirons avec, certes, beaucoup d'électricité pas chère, mais pas enlevée par nos clients, et donc, finalement, un constat d'échec qui peut être même assez cuisant sur le plan économique, parce que nous aurons engagé tellement d'investissements publics et privés que, in fine, ces investissements publics et privés se retrouveront à la charge des consommateurs, un peu comme le gaz le voit aujourd'hui sur la facturation de ces réseaux dans lesquels il y a moins d'utilisation. On n'est pas exempt de ce risque dans notre monde. Et donc, comme tout secteur qui cherche à développer son usage, nous devons prendre désormais le plus grand soin de nos usages pour pouvoir les développer et assurer une reprise de la conversion des usages énergétiques en électricité. Je voudrais, si mon iPad veut bien se déverrouiller, je vous demande juste une seconde. Voilà. Je voudrais passer maintenant à ce qui nous lie. Énormément de choses nous lient, mais évidemment, nous avons des défis absolument colossaux à relever ensemble. Je disais tout à l'heure que EDF croit que le développement de l'électricité se fait dans le territoire, et je commencerai par le développement des usages dans le territoire. Nous en avons beaucoup, mais moi je souhaite vraiment que dans les mois qui viennent, nous puissions travailler territoire par territoire sur non seulement là où le groupe EDF peut aider le territoire sur la partie insertion des moyens de production décentralisés, là où le groupe EDF et sa filiale Enedis, en tant que votre concessionnaire, doit continuer d'adapter le réseau à ce nouveau monde, mais aussi là où le groupe EDF peut aider le territoire à faire arriver des nouveaux usages électriques sur vos territoires, parce que derrière les nouveaux usages électriques, il y a de la décarbonation d'usages existants, et il y a aussi des nouvelles activités et des nouveaux emplois. J'ai, dans chaque réunion que je fais avec des dirigeants internationaux, de plus en plus de dirigeants d'entreprises industrielles qui me disent « Je voudrais m'implanter en France parce que je sais que vous avez une électricité décarbonée et pas chère. Maintenant, aidez-moi à m'implanter. » Aidez-moi à m'implanter, ça veut dire faire en sorte que des sujets assez opérationnels que le territoire maîtrise avec les mêmes contraintes qu'EDF quand nous investissons sur des sites industriels qui sont des procédures, etc., d'arriver à faire atterrir concrètement, physiquement, ces activités. Et je pense que nous devons travailler ensemble pour accélérer ces atterrissages d'activités. Derrière, il y a de l'emploi et de l'emploi de bonne qualité avec, évidemment, des industries qui viennent pour se décarboner. Et donc, c'est vraiment l'industrie du futur qui souhaite se localiser chez nous, avec une différence fondamentale entre nous et nos voisins, de ce point de vue-là. Hein, puisque les prix ayant atterri, il y a un chiffre que je n'ai pas donné tout à l'heure, mais l'écart de prix aujourd'hui entre la plaque française et l'Allemagne, pour l'année prochaine, c'est 25 €. Donc la plaque allemande aura son électricité 25 € plus chère que la plaque française dès l'année prochaine. Et ensuite, évidemment, les prix continuent d'atterrir, donc l'écart pourrait se creuser davantage. Donc c'est le premier sujet sur lequel moi je souhaiterais continuer d'engager entre nous. Alors le maillage est fort entre nous, mais à la maille de chacun de nos territoires pour accélérer le développement des usages. Ensuite, sur nos sujets de réseau, ils sont de deux natures, évidemment. Nous avons les sujets de réseau qui sont associés aux zones non interconnectées, qui sont évidemment très importants. Nous avons beaucoup travaillé
Et nous avons signé en 2022 un nouveau modèle de contrat de concession, et je vous en remercie. Et depuis lors, évidemment, nous avons signé 8 contrats sous le nouveau modèle. Nous en avons encore 13 à venir, et donc il y a une intensité forte de discussion entre nos équipes. Et je voulais vraiment remercier les autorités organisatrices de la distribution d'énergie et évidemment les équipes d'EDF SEI pour la qualité du travail et des négociations. Donc merci à tous ceux qui représentent les ZNI ici. Nous avons évidemment une très forte ambition pour les ZNI. J'ai coutume de dire, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, que les ZNI, pour nous, c'est un laboratoire de l'électricité du futur, parce que quand on est dans un territoire insulaire, pour quelqu'un qui, comme moi, a équipé des réseaux électriques dans le monde entier pendant une dizaine d'années, qu'ils soient connectés ou interconnectés, je sais que les territoires non interconnectés sont ceux qui sont soumis aux plus grands défis, et donc, par définition, ils n'ont pas d'autre choix que d'innover. Et donc, nous en faisons, avec les autorités organisatrices, un territoire d'innovation. Et donc, je vous remercie de partager cette ambition. Et nous y avons évidemment plusieurs objectifs que nous menons de façon simultanée. Évidemment, le développement des énergies renouvelables. Et nous allons aujourd'hui, nous avons aujourd'hui près de 8000 producteurs d'électricité raccordés au réseau public d'électricité dans les ZNI pour une production annuelle de 7 TWh. La décarbonation de notre parc de production électrique. Nous avions un parc de production électrique thermique vieillissant que nous décarbonons. Donc je suis heureux de dire par exemple que la Réunion est devenue le premier territoire français à 100% ENR. Alors je précise, quand on dit 100% ENR, ça ne veut pas dire 100% éolien et photovoltaïque, parce qu'il faut quand même que ça marche H24. Mais on peut faire du renouvelable thermique. Voilà. Et donc c'est sur la base de renouvelable thermique que la Réunion est devenue le premier territoire à avoir achevé sa transition électrique. Il reste la transition énergétique en allant chercher plus d'électrification. Et enfin, évidemment, l'accompagnement des clients dans l'efficacité et la sobriété énergétique, ce que nous menons territoire par territoire. Donc nous avons cette ambition dans toutes les ZNI. Merci à tous ceux qui le représentent ici, du partenariat que nous avons ensemble, et vous pouvez compter sur notre ambition renouvelée. Sur les autres territoires, évidemment, c'est Enedis, la filiale du groupe, qui est en charge et qui est votre concessionnaire. Et je voudrais dire d'abord le soutien du groupe à l'activité d'Enedis, soutien que je souhaite sans faille, dans une activité qui est rendue évidemment beaucoup plus complexe, avec des défis énormes que vous avez cités tout à l'heure, mesdames et messieurs, sur le nombre de demandes de raccordement, la décentralisation du système électrique, le fait que nous avons de plus en plus de sujets d'équilibrage physique du réseau à la maille locale, régionale, et que ceci ne va pas aller en se simplifiant. Et donc, un enjeu à la fois de maintenance et modernisation du réseau pour votre concessionnaire et de gestion des demandes de raccordement nouvelles qui arrivent à grande échelle. Tout ça dans un environnement de production, parce que je pense qu'on peut parler de production et de processus de production de raccordement qui doit être et qui est déjà totalement industrialisé, et avec une vigilance sur la capacité d'anticipation sur les événements climatiques majeurs qui ont également montré qu'ils étaient nombreux et violents ces derniers mois, pour faire en sorte que nous puissions garantir la reconnexion au réseau la plus rapide possible de l'ensemble de nos concitoyens, ce qui, je pense, mérite des félicitations aux équipes d'Enedis, notamment pour la gestion de la tempête Ciarán. Nous avons évidemment beaucoup de discussions que je ne citerai pas toutes parce que ça serait trop long sur des futurs développements, mais nous avons d'ores et déjà 332 contrats de concession renouvelés. Merci de votre confiance en Enedis sur les 376. Et ces derniers mois, encore des signatures de nouveaux contrats de concession avec le syndicat d'énergie du Rhône, de Parthenay, de la ville de Paris et du territoire d'énergie de Hautes-Alpes, avec une signature ce jour, si j'ai bien compris, pour les Hautes-Alpes. Nous avons des sujets qui sont évidemment clés pour vos territoires et que nous partageons et dont je sais que Marianne Legnaud et les équipes d'Enedis les portent vraiment
très haut dans ce qu'est d'ailleurs une des valeurs fondamentales d'Enedis, qui a été la première du groupe EDF à devenir une entreprise à mission, qui sont toutes les valeurs destinées à lutter contre la précarité énergétique. Je dois dire que c'est un sujet qui tient à cœur à l'ensemble du groupe EDF parce que les circonstances du moment font que nous avons parfaitement conscience que les prix de l'électricité pour nos concitoyens particuliers sont devenus élevés, en réalité, et donc nous sommes nous-mêmes impatients de les voir baisser, et qu'entre-temps, il nous faut faire des efforts pour lutter contre la précarité énergétique, parce que nous voyons évidemment des choix de certains de nos concitoyens qui montrent qu'ils se mettent en précarité énergétique. Donc vous pouvez compter sur tout le groupe EDF, et notamment sur Enedis, pour travailler avec vos équipes dans ce sens. Et chaque fois que je suis dans un territoire, j'ai des discussions avec les équipes d'EDF sur ces sujets-là. Je ne citerai pas forcément tous les exemples que nous avons parce qu'ils sont nombreux. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce qui nous lie, sans oublier de répondre à ce qui nous lie évidemment en termes de fournisseurs. J'en ai dit un mot tout à l'heure, donc je sais que la situation n'est pas encore complètement résorbée. Nous avons fait face à une lame de fond, une lame de fond qui a multiplié le nombre d'appels, le nombre de complexités, et évidemment tout ça dans une crise énergétique qui était majeure. Nous sommes en train de résorber la lame de fond, donc je pense qu'en confiance, nous pouvons continuer de travailler ensemble pour résorber le nombre de difficultés qui demeurent aujourd'hui avec les centrales d'achat. Mais mon message principal, c'est qu'il nous faut regarder devant ensemble, et regarder devant, c'est sortir d'un dispositif qui donne trop de place au court terme et qui, de par ce fait, nous expose exagérément aux fluctuations potentielles du système électrique et des prix de l'électricité. Et donc, il nous faut trouver les voies et moyens, et c'est ce que nous proposons, de contractualiser à plus long terme pour vous offrir des meilleures conditions de stabilité. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie infiniment pour votre invitation. Et naturellement, je serai très heureux de répondre à des questions ou à d'autres interpellations. Je ne doute pas qu'il puisse y en avoir. Merci Luc Rémond. Venez vous installer près de Xavier Pintat. On va prendre une ou deux questions parce que on est dans la cité horlogère, hein, le temps est compté. Donc il y a des micros qui se baladent dans la salle. Il y a alors, voilà les deux questions que je vais prendre. Monsieur et monsieur là au milieu. Les micros. Bon, alors je vais y aller, mais je dois passer de l'autre côté. J'arrive. Merci. Ah, c'est bon. C'est bon. Je vous en prie. Vous vous présentez et votre question. Oui, bonjour. Jacques Guéral, président du syndicat départemental d'énergie du Tarn-et-Garonne, du 82. Merci, Monsieur le Président, pour ce développement. Vous avez dit tout à l'heure, nous savons d'où nous venons. On a vu au début de cette assemblée que nous avons des histoires un petit peu communes. 90 ans pour la fédération, pas loin de 90 pour mon syndicat. Donc finalement, c'est la solidarité des Français qui a permis de permettre le développement de ce bel outil qui était devenu EDF. Alors moi, je veux poser une question qui porte sur le mode de calcul des TRVE et la politique commerciale d'EDF. Alors nous sommes désormais nombreux à dénoncer le fait que le niveau des tarifs réglementés de vente, qui servent de prix directeur aux autres offres de fourniture d'électricité, s'éloigne toujours davantage de nos coûts de production nationaux. Les élus de la FNCCR ont eu ainsi l'occasion de contester à diverses reprises le mode de calcul de ces tarifs, qui prend en compte le principe de contestabilité permettant aux fournisseurs alternatifs de proposer des offres moins chères. Le niveau des TRVE est ainsi maintenu à un niveau particulièrement élevé, artificiellement élevé, ce qui est particulièrement inique et suscite une totale incompréhension de la majorité de nos concitoyens. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation encore plus incompréhensible. Comment pouvez-vous nous expliquer la promotion récente d'offres de marché d'EDF à destination du marché de masse se situant en dessous du niveau des TRVE? EDF est désormais un opérateur public avec un capital détenu à 100% par l'État. Elle est le concessionnaire obligé de nous adonner pour cette fourniture au TRVE, placée sous leur contrôle.
Okay. Et ce nouveau positionnement commercial... Question rapide, monsieur, s'il vous plaît, parce que... J'ai pratiquement fini. Ouais. Et ce nouveau positionnement long, commercial de vos offres à prix de marché semble constituer une atteinte forte au service public local de fourniture d'électricité dont nous sommes les garants. Nous avons les plus grandes difficultés à comprendre cette nouvelle politique commerciale de votre entreprise qui, en faisant le jeu des fournisseurs alternatifs, organise une sorte de concurrence malsaine entre votre offre de service public et vos offres de marché. Allez. Merci. Merci, votre monsieur. Réponse courte, s'il vous plaît, pour reprendre. Alors, ma réponse courte, ça n'est pas EDF qui fixe les prix qui fixe les tarifs, et ni les règles qui président à la fixation des tarifs. C'est la Commission de régulation de l'énergie dans un cadre qui est déterminé par la loi. Ce cadre-là, il prévoit que le tarif est le résultat d'un lissage des conditions de marché sur plusieurs années. Et donc, le tarif protège les clients dans le temps, c'est-à-dire que quand les prix montent très très vite, les clients sont protégés pendant la phase dans laquelle ils montent. Ils ont également été protégés par le bouclier pour les particuliers qui en ont bénéficié au-delà de la hausse potentielle. Mais comme c'est un lissage, le tarif baisse plus lentement aussi. Voilà la raison principale pour laquelle il peut y avoir aujourd'hui un écart entre des offres de marché et le tarif. Dans le temps, ça s'équilibre. Mais simplement, la structure du tarif, encore une fois, ça n'est pas EDF qui la fixe. C'est la loi et c'est la Commission de régulation de l'énergie qui l'applique, est déterminée comme un lissage de prix de marché. Question ici, monsieur. Oui, merci, Monsieur le Président. Richard Chamaret, président du territoire d'énergie de la Mayenne. À titre personnel, je reste sur ma faim sur votre intervention. Vous avez dit qu'on a quand même un certain nombre de... Vous me donnez une deuxième chance, c'est sympa, merci. Mais il n'y a aucun problème. On a un certain nombre de signatures de contrats de concession. J'en ai fait partie avec mon prédécesseur. Mais vous ne l'avez pas dit, on est sur un monopole. On n'a pas le choix de toute façon que de re-signer. Le problème est non pas la signature du contrat de concession, mais la lecture qui en est faite ensuite sur le terrain par vos équipes. Et régulièrement, on passe énormément de temps, je vous le dis, à avoir une lecture qui est une lecture coordonnée, organisée des contrats de concession. Si, pour cette lecture, on arrivait à une entente et que dans le cadre de cette lecture, on arrivait à des raccordements qui rentraient dans des délais à peu près raisonnables, j'en serais tout à fait satisfait, tout à fait d'accord, mais ce n'est pas le cas. Si en plus de ça, on arrivait dans des tarifs qui n'avaient pas changé depuis 3 ans, on est dans des coûts de raccordement, et quelle que soit la distance de raccordement, qui ont doublé, voire triplé sur certains endroits. Donc dans un cadre comme celui-là, soit le monopole doit nous aider à continuer des coûts de raccordement, qui soient dans des tarifs raisonnables, soit il doit nous permettre d'avoir des délais de raccordement qui soient nettement moins longs que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ces délais-là ne sont pas admissibles. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, que vous attendez absolument, en partenariat avec les collectivités, qu'on puisse continuer l'électrification de la France. Mais nous, syndicats d'énergie, collectivités, on a fait le job. On a développé la mobilité électrique. Et donc moi j'attends aujourd'hui que le groupe EDF nous accompagne dans ce redéploiement que nous on a commencé. Merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je ne sais pas si ça appelle une réponse, mais évidemment, on est là pour... et je pense que Marianne Legnaud répondrait mieux que moi à votre question sur les raccordements, parce que c'est Enedis qui en est directement en charge. Ce que je peux vous dire du point de vue du groupe EDF, c'est que, évidemment, nous souhaitons le meilleur développement possible de la mise en œuvre des contrats de concession. Le sujet, ce n'est pas tant d'avoir les contrats de concession que de les faire fonctionner bien. C'est notre relation opérationnelle qui compte le plus. Je suis certain que c'est la façon dont Enedis le vit également. Après, nous avons un défi collectif. Notre défi collectif, celui que j'ai essayé de vous décrire, c'est que nous avons toute la production qu'il faut. Donc moi, je veux bien qu'on continue de raccorder tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Si c'est la politique publique, on le fera, et c'est la responsabilité d'Enedis de l'exécuter bien. Mais si nous continuons de raccorder à tout va, en pensant que ça ne coûtera rien, je vous dis simplement, pardon d'être aussi direct que parfois vous pouvez l'être, ça coûtera une blinde. Ça coûtera une blinde. Ça coûtera une blinde sur le TURP et ça coûtera une blinde sur tous les raccordements de production supplémentaires qui rajoutent de l'électricité à des heures où il y en a déjà trop
qui seront totalement payés par le contribuable. Donc, en disant ça, je vais passer pour le nucléariste de service. Ça n'est pas vrai. D'ailleurs, Monsieur le Président Pinta me rappelle que je n'ai même pas parlé de nucléaire dans mon intervention. Je suis l'électricien de service, pas le nucléariste de service. Simplement, nous avons besoin d'un équilibre du système. L'équilibre du système, il doit assurer de l'électricité H24, 7 jours sur 7. Par exemple, dans le renouvelable, je n'entends jamais parler d'hydroélectricité. Jamais, pas une seule fois. C'est la meilleure électricité sur Terre. Ça a été la première en France. Vous êtes, vous, dans les territoires, les mieux placés pour relancer et m'aider à relancer l'hydroélectricité, qui est celle dont nous avons besoin pour équilibrer aujourd'hui ce qu'il y a dans le renouvelable qui nous rajoute de l'intermittence. Et donc, si nous sommes capables d'avoir cette approche système ensemble, je pense que nous serons encore plus forts et encore plus résilients. Entre-temps, évidemment, nous sommes là, nous, pour exécuter les demandes de raccordement, etc. Et donc, c'est évidemment la mission d'Enedis, et je suis sûr que Marianne vous apportera une réponse précise sur ce point, sur l'ensemble de la mobilisation d'Enedis, avec tout le soutien possible du groupe EDF. Xavier Pinta, un dernier mot pour votre invité. Oui, donc je voulais Me donner une chance de parler de nucléaire, peut-être. Voilà. Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Si, j'aurais bien aimé que vous nous disiez comment le nucléaire de Flamanville se met en place. Et puis l'IKEA. Et je pense que ça vous a frappé. La comparaison avec IKEA m'avait beaucoup frappé, pour intéresser quand même. Mais on en a très vite, parce qu'on n'en a plus le temps. En 2 mots. Nous sommes à quelques semaines maintenant de la divergence de Flamanville. Donc évidemment, toutes les équipes sont mobilisées pour réussir ce moment absolument clé. Et effectivement, je ne pensais pas vous avoir frappé autant que ça avec mon exemple d'IKEA. Bon, c'est quand même une très très grosse cuisine. C'est une très grosse cuisine IKEA. Simplement, je pense que l'exemple il est réel. C'est-à-dire que ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, et nous allons vers évidemment le lancement de ce projet de 6 et peut-être plus de PR, l'élément clé, c'est de réussir leur construction. Nous avons l'industrie qu'il faut. Au passage, cette industrie, elle est très très forte dans cette région. C'est une des plus grosses activités industrielles de cette région, Madame la Présidente. Maintenant rejointe d'ailleurs au sein du groupe EDF par Arabelle Solutions à Belfort. Donc cette industrie, elle est prête. Il nous faut maintenant monter à l'échelle la capacité de construction pour que nous construisions plus vite. Et donc c'est effectivement l'effet d'apprentissage quand on a une cuisine IKEA ou autre chose que l'on répète dans les mêmes termes, parce qu'on voit très bien qu'on accélère très très vite sur les premiers modèles. Et puis une fois qu'on répète ensuite, eh bien, on est à la cadence industrielle. C'est ce qui nous a manqué depuis 20 ans. On n'a fait qu'un seul réacteur en France depuis 20 ans. On en faisait 5 par an. On n'a pas besoin de 5 par an en France, mais on en faisait 5 par an dans les années 90. Il nous faut remonter à 2 par an à l'échelle européenne pour que notre industrie soit à la cadence industrielle et que nous réussissions ce pari de la relance du nucléaire. Donc on y travaille tous les jours. Ça ne fait pas forcément beaucoup de bruit, mais ça mobilise beaucoup de monde, y compris beaucoup de monde dans cette région, parce que les industriels sont ici. Et c'est le défi que compte relever le groupe EDF. Merci Luc Rémond. Pour votre question. Vous êtes un honnête commerçant, mais un peu plus quand même. Hein ? J'essaie de produire ce que je vends aussi, si c'est ça votre question. Il y a toute la chaîne. Merci en tout cas votre invitation à continuer le travail ensemble sur les nouveaux usages électriques sur les territoires. Le système électrique, un bien commun. Merci beaucoup. Merci.